Mais vous dites en même temps, en décrivant cet épisode atroce de la mort de votre propre enfant, que rien ne pouvait vous consoler, surtout pas les philosophes, surtout pas l'écriture, si ce n'est la joie de l'une de vos connaissances. C'est-à-dire que la seule personne qui n'essayait pas de montrer de l'empathie, qui n'essayait pas de montrer qu'il était aussi triste que vous, eh bien c'est la seule personne qui pouvait vous apporter du réconfort. Oui, c'est vrai, parce que la vérité, moi, c'est que on ne peut consoler personne qui souffre vraiment. On peut consoler un enfant qui s'est fait mal, on lui fait un câlin, un bisou, on le fait penser à autre chose, mais un enfant qui va mourir à l'hôpital, comment vous allez le consoler? Les parents de cet enfant, comment vous allez les consoler? On ne peut pas. Et si bien quand nous avons perdu cet enfant, mes proches souffraient avec moi, mais ça n'était pas une consolation. À la limite, leur chagrin s'ajoutait au mien. Alors qu'un de mes amis, un ami peintre en l'occurrence, que j'étais allé voir, il peignait dehors, c'est un paysagiste, j'ai passé 3-4 heures avec lui et le regarder peindre. Il a réussi à m'amuser, à me parler d'autre chose, à me faire comprendre que la joie restait possible. Pas pour moi à l'époque, mais il me disait, tu sais, moi je vais pas faire semblant, c'est pas mon enfant qui est mort. D'ailleurs, je n'en ai pas, me disait-il. Et comme il n'avait pas d'enfant, il pouvait en parler plus sereinement que tous mes amis, pères ou mères de famille, qui vivaient dans l'angoisse, la possibilité que le même drame leur arrive à eux. Et c'est vrai que c'est le seul qui m'a fait du bien, simplement parce qu'il m'a offert sa joie, il m'a offert sa décontraction, il m'a offert son humour, il m'a montré par l'exemple que ça n'est pas parce que moi j'étais à l'époque dans le chagrin que la vie n'était plus que chagrin. Et je crois qu'au fond, il a pas essayé de me consoler et c'est le seul qui réussit finalement à me faire passer quelques heures agréables. Ça veut dire que le fait d'être inconsolable n'est pas incompatible avec le fait de connaître la joie. Non, vous savez, être inconsolable et joyeux. Oui, je ne sais jamais si c'est Desproges ou Bedos qui se définissait lui-même comme étant inconsolable et gai. Et j'aime bien la formule, au fond, je la reprendrai volontiers à mon compte, parce que tout mélancolique que je sois, comme tout le monde, j'ai des moments de gaieté, et je préfère largement les moments de gaieté aux moments de tristesse, pour tout vous dire, vous voyez. Mais je crois qu'en effet, alors après, il y a une dimension de tempérament, on n'est pas tous pareils, mais moi, je crois, c'est-à-dire Clément Rosset le dit aussi très bien. À qui vous dédiez votre deuxième chapitre sur la joie de vivre. Sur la joie de vivre, oui, parce que sur la joie de vivre, c'est quand même Clément Rosset qui est le meilleur philosophe tragique dans la lignée de Nietzsche, et qui justement écrit que la joie la plus pure, c'est la joie sans raison, ce que j'appelle la joie de vivre, non pas la joie d'un succès, d'une victoire, non, la simple joie d'être vivant, tout en sachant bien sûr qu'on va mourir, tout en sachant que la vie n'est que ce qu'elle est, et que la joie soit d'autant plus intense qu'elle est plus lucide. Ça, c'est le secret de ce que Clément appelle la joie tragique. Et dans cet article sur la joie de vivre, c'est ce que j'ai voulu essayer de comprendre. Et c'est un très bel article où vous distinguez la joie du bonheur, la joie de la gaieté, la joie du plaisir. Mais on se pose quand même une question en lisant ce texte, et quand on lit tous les philosophes qui parlent de la joie, il y en a plusieurs. Vous citiez Spinoza, Clément Rosset, Montaigne en parle aussi, Camus en parle également. Quand on distingue la joie du bonheur et quand on fait de la joie finalement le but même peut-être de la philosophie et de la vie, on se demande, mais suffit-il de décider d'être joyeux pour le devenir? Est-ce que c'est pas une question de caractère? Une chose est de professer la joie, bien sûr, soyons joyeux, mais il suffit pas de le vouloir pour y parvenir. Bien sûr, et il suffit pas non plus de le penser pour l'obtenir. C'est une leçon d'humilité. Je dis qu'au fond, pour ce qui est de la joie de vivre, l'exemple le plus patent, c'est la joie d'un jeune chiot qui vient, sa maîtresse revient et tout d'un coup il explose de joie. Et pour le vieux philosophe, c'est un peu une espèce d'humiliation. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'on galère à faire de la philosophie et le premier petit chien venu nous donne des leçons de joie de vivre. Oui, ça fait partie. Alors, en même temps, ça fait partie de la condition humaine. Notre joie est quelque peu obscurcie par la conscience, par la réflexion. Plus de savoir, plus de douleur, comme dit le merveilleux Ecclésiaste. Mais il faut aussi savoir ça, il faut savoir que la joie ne se décide pas, que le bonheur ne se décide pas, et que d'ailleurs tout bonheur est incertain et fugace. Si on entend par bonheur, comme certains, une joie constante, permanente, immuable, c'est ce que j'appelle la félicité, soyons clairs, ça n'existe pas. Au fond, Kant le dit, le bonheur c'est un idéal non de la raison mais de l'imagination. Ça veut dire que tout le monde en rêve, personne ne sait exactement ce que c'est. Moi je crois savoir ce que c'est, parce que ma thèse, en apparence triviale, mais qui va plus loin qu'il ne semble, ma définition, c'est que le bonheur, c'est simplement le contraire du malheur. Ça change tout. Parce que le malheur, c'est pas un idéal de l'imagination. Donc c'est une définition négative, pas positive. Oui, mais le malheur, c'est une expérience. On l'a vécu, en tout cas, moi, je l'ai vécu. Et ceux qui ont vraiment été malheureux au moins une fois dans leur vie savent ce que c'est. Le malheur, c'est quand toute joie paraît immédiatement impossible. Vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours qui suivent. La joie est impossible. Le bonheur, c'est le contraire du malheur. Ça veut dire que le bonheur, c'est pas un espace de temps où la joie serait toujours réelle.
c'est un espace de temps où la joie est continuellement possible. Pas réel, possible. Vous vous réveillez le matin, la joie est là ou elle n'y est pas. Pour moi, pour tout vous dire, le matin, elle y est plutôt rarement. C'est des réveils plutôt difficiles. Mais vous savez que la joie peut venir, qu'elle va venir sans doute dans la journée, et puis qu'elle repartira, et puis qu'elle reviendra. Eh bien, ces longs moments de temps où la joie est continuellement possible, c'est ce que j'appelle le bonheur. Et je crois que c'est ce que tout le monde appelle en vérité le bonheur. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait des sondages qu'on fait encore maintenant, on demande aux Français, êtes-vous heureux ? 80% des Français répondent que oui. Aujourd'hui, comme il y a 20 ans. Sauf qu'il y a 20 ans, je me disais, mais c'est pas possible. Les gens mentent, ils font semblant d'être heureux. Pas du tout. Mais on demande aux gens, êtes-vous heureux ? Alors, la première réaction, c'est de se dire, je suis pas malheureux. Et donc, je suis heureux. Bref, ça veut dire, arrêtons de rêver un bonheur absolu, parfait, qui n'existe pas, ce que j'appelle la félicité. Contentons-nous de ces moments où la joie est continuellement possible. Arrêtons de rêver que la joie soit toujours réelle, faisons en sorte qu'elle continue à être possible. Alors, ce n'est pas un bonheur absolu, c'est un bonheur relatif, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est bon ? Parce que maintenant, quand tel ou tel intellectuel me dit « mais le bonheur, ça n'existe pas », ma première réaction, c'est de me dire « en voilà encore un qui confond le bonheur et la félicité, 2, qui n'a jamais été vraiment malheureux, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. » Parce que ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils savent au moins par différence que le bonheur aussi existe. Le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux. Le bonheur, c'est quand la joie est au moins possible. Eh bien, mon ami peintre, dans le deuil que je vivais, m'a rappelé, par l'expérience, par le spectacle qu'il me donnait, de sa propre joie, il m'a rappelé que la joie continuait à être possible pour les autres et que donc, sans doute, un jour, elle redeviendrait possible pour moi. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Donc, le bonheur et la joie sont dans la possibilité plus que dans la réalité. La joie est réelle, mais elle n'est pas toujours réelle. Et donc, il faut d'abord... Le bonheur, c'est quand la joie est possible. La joie, c'est quand la joie est réelle. Ma mère n'a jamais supporté que la vie ne corresponde pas à ses espérances. Je me souviens, quand j'ai publié mon premier livre, Traité du désespoir et de la béatitude, l'une des premières lettres de lecteur que j'ai reçues m'était écrite par un psychanalyste qui me disait qu'il était d'accord dans la critique que je faisais des illusions de l'espoir, parce que, me disait-il, en tant que thérapeute, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. On ne se tue que par déception, me disait-il. Et ça m'avait frappé parce que je me disais, mais au fond, voilà, il a raison, maman s'est tuée par déception. Elle s'est tuée parce que depuis des dizaines d'années, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Eh bien, je vais vous dire, la vie ne correspondra jamais à vos espoirs. L'erreur, simplement, c'est que quand la vie ne correspond pas à nos espoirs, certains ont conclu que c'est la vie qui a tort. Et donc, la logique, effectivement, c'est de se suicider. Alors que mon idée, bien sûr, et que la philosophie m'a aidé à comprendre, pourquoi je dis souvent que la philosophie a été ma bonne mère, celle qui a entrepris, qui m'a aidé à guérir de la vraie, qui était une mère très aimante, mais très malheureuse, très pathologique, dépressive. Ce que la philosophie m'a aidé à comprendre, c'est que quand la vie ne correspond pas à nos espoirs, c'est pas la vie qui a tort. Ça ne veut rien dire que la vie est tort. La vie, elle est ce qu'elle est, elle fait ce qu'elle peut. Quand la vie ne correspond pas à nos espoirs, ça prouve que nos espoirs sont vains, illusoires, mensongers. Et que c'est au contraire en acceptant de voir la vie comme elle est, en refusant de se raconter des histoires, comme dit toujours Louis Althusser, qu'on va pouvoir aimer la vie telle qu'elle est. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls, and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But
we ran our course. We pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. So I'll go, I will go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No,